Bien, bonjour à tous. D'abord, un très grand merci à Daniel. Je ne sais pas où il est, mais en tout cas, un très grand merci. Moi, je suis je dirais presque un militant de ces tables rondes, et depuis le début, et aussi un ambassadeur. Et puis, je voudrais remercier aussi tout particulièrement Daniel, parce que c'est lui qui, le premier, m'a conduit à m'intéresser à l'agronomie, et par conséquent à la question qui est posée aujourd'hui, qui est environnement et santé, et à y travailler d'ailleurs, et je salue Gérard Matron, avec qui j'ai travaillé pendant des années au CIRAD à ce propos. Alors, cette table ronde est aussi l'occasion, d'une certaine manière, un peu de reprendre certains des points qui ont été abordés, et à travers, comme vous le voyez, la feuille qui enserre le génome, et ces trois mots, santé, société et environnement, on retrouve un grand nombre de problématiques. Voilà. Alors, ces trois points principaux sont essentiellement l'émergence des maladies infectieuses, et je vais y revenir. Les problèmes posés par la nutrition, avec à la fois ceux de la sécurité alimentaire, mais je reviendrai peut-être sur un point qui a été situé à de nombreuses reprises et qui, d'une manière, me semble tout à fait important, tout du moins sur la santé, qui est la problématique du microbiote. Les pollutions au sens très large avec les perturbateurs endocriniens, et puis je reviendrai après sur deux autres problèmes qui sont au fond les concepts qui sont derrière et les manières que nous avons de doser ce que nous disons, et un aspect éthique, et on reprendra la conversation. Sur le premier point, qui est l'émergence des maladies infectieuses, je serai comme Anne-Carole, quelqu'un qui m'intéresse aussi à l'histoire, et comme Jean-Gabriel, quelqu'un qui aime les controverses. Et en fait, pour moi, une des premières démonstrations expérimentales du rôle finalement de l'émergence, je dirais plus que sur la santé, du rôle de l'environnement sur l'émergence des maladies infectieuses, revient aux expériences qui datent de la controverse entre Pouchet et Pasteur, ou si vous vous souvenez, qui était celle des générations spontanées. Parce qu'en fait, le problème qui était posé à l'époque, c'est comment et d'où naissent les microbes, et derrière les microbes, comment et d'où naît la vie. Et Pasteur a repris à l'époque toute une série d'expérimentations que vous connaissez sûrement, qui a consisté en fait, en partie tout du moins, à se déplacer dans certaines régions de France, des plus hautes montagnes jusqu'aux villes les plus polluées, et d'arriver à montrer une relation claire entre la prolifération microbienne et l'environnement, et puis par la suite donc arriver à une démonstration infectieuse. Et c'est à mon sens une des premières démonstrations expérimentales du rôle de l'environnement, au moins sur l'émergence des maladies infectieuses, en l'occurrence l'émergence des maladies microbiennes, puisque c'était avec, et principalement les bactéries qui travaillaient à l'époque. Si nous pouvons reprendre la première diapositive, je voudrais brièvement avec vous évoquer aujourd'hui un certain nombre des critères ou des caractères que la science, nous autres, avons réussi finalement à définir pour expliquer ces émergences infectieuses au-delà de cette démonstration donc expérimentale, et sur lequel je reviendrai parce qu'elle est liée principalement à l'environnement et au climat. Il y a donc un certain nombre de facteurs qui sont connus et qui expliquent aussi l'apparition des épidémies et la diffusion des épidémies. Parmi les premiers critères, ceux, vous le connaissez, qui sont les problèmes démographiques. Et au cours de ces 2 jours, quelques-uns d'entre nous avons insisté sur l'importance des problèmes démographiques qui sont responsables pour une part, bien sûr, puisque nous en sommes aussi les cibles de ces maladies infectieuses. Il faut rappeler qu'on va passer de 6 milliards d'hommes, un peu plus, 6 milliards 5, tel que cela avait été compté en 2012, vous voyez, près de 9 milliards à 2025, et on ne peut pas dire que le mot société, par conséquent, ne soit pas nécessairement associé à ce qui est la problématique de la santé et de l'environnement. Et puis aussi, ces hommes, ils se condensent dans des mégapoles. Ici, vous êtes dans des métropoles, mais il y a des mégapoles, en fait, qui sont des grandes villes. Et vous voyez que 15% de la population mondiale, ce qui est absolument considérable, vit non seulement dans des mégapoles, mais vit dans des bidonvilles, c'est-à-dire dans des entourages avec une insalubrité et un défaut d'hygiène particulièrement important. Et puis, une grande partie de ces populations, et l'Afrique en fait partie, justement, population du Sud, vivent dans des milieux qui sont très différents des nôtres, avec une biodiversité qui est très proche des villes et qui est beaucoup plus large parfois que nous pouvons l'avoir sur certains climats, avec des faunes et des flores qui sont des faunes et des flores des tropiques, très différents aussi des nôtres, et une faune, on va l'insister, qui est une faune sauvage. Car il faut se rappeler que ces maladies infectieuses représentent un poids considérable sur la santé. Il y a près de 14 billions
de personnes qui décèdent tous les ans. C'est probablement une des premières causes de mortalité au monde, dont les 2 tiers sont des enfants. Et il faut savoir que les 2 tiers des maladies qui sont des maladies infectieuses proviennent en réalité de la faune, et en bonne partie de la faune sauvage. Avec au cours et au bord de ces grandes villes, des circulations de microbes. Les vaccins, Philippe nous l'a rappelé tout à l'heure, sont un des moyens d'éviter les contaminations, mais il y a aussi une immunité qui est une immunité acquise, et des enseignements comme l'épidémie de chikungunya, si vous vous en souvenez, il y a quelques années à La Réunion, a montré en fait qu'une population captive, dans une île en l'occurrence, acquérait une immunité, et par conséquent, l'épidémie a diminué d'elle-même. Donc, premier point important sur lequel nous devons insister et qui concerne la problématique dont nous parlons aujourd'hui, les problèmes de démographie de société. Le deuxième sont les pratiques agricoles, et en particulier, parmi ceux-ci, l'élevage intensif d'un côté, et au contraire, les aspects de déforestation qui sont des points absolument critiques, comme vous le savez, à la fois dans certaines zones du monde, telles que l'Amazonie ou l'Indonésie, ou encore l'Afrique tropicale, déforestations qui sont en fait essentiellement dans des buts commerciaux, mais qui changent aussi à la fois la faune, mais aussi les vecteurs, et en particulier les habitats des moustiques et d'autres vecteurs, et qui rapprochent aussi, et favorisent cette mixité entre les hommes, les animaux et les espaces urbains dont je vous parlais tout à l'heure, et qui fait que finalement, toutes ces situations géographiques disparaissent ou se modifient sous l'influence de l'environnement. Alors on parlait de ces relations et de ce va-et-vient continuel entre l'homme et l'environnement, mais c'est l'occasion d'insister là-dessus. Le troisième point, il est important aussi, c'est les déplacements humains et les migrations. Souvenons-vous de ce que disait finalement Bernard Kouchner le premier jour. Nous en revenons aussi au rôle manifeste que cela peut avoir sur la santé, et en particulier sur les épidémies, infectieuses. Il faut se rappeler que vous avez près de 100 millions de voyageurs par mois, c'est absolument considérable dans le monde. Vous avez 300 ou 200 millions de personnes qui sont hors de leur pays de naissance, donc qui a migré, et donc 43 millions ont été déplacés pour des problèmes comme Didier le rappelait ou l'évoquait tout à l'heure, qui sont liés à la sécurité alimentaire. Troisième point, la mondialisation des échanges et des marchandises. Je vous citais ici le cas des containers qui transportent avec eux des possibilités donc, de contamination microbienne. Il y a 26 millions de containers juste dans les ports que l'on voit aux États-Unis, ce qui représente 26 millions par an, une source considérable possible de contamination. Et nous savons tous qu'il suffit finalement moins d'une journée pour atteindre un point à l'autre de la planète, et par conséquent de très facilement pouvoir transporter avec nous des microbes, qu'ils soient d'ailleurs antibiorésistants ou pas, s'il s'agit de bactéries, et pouvoir faire émerger à un point totalement différent du point de départ une nouvelle contamination possible, sans parler, outre les transports aériens, de ceux que sont la voiture et le train. Pour les transports aériens, on se rappelle quand même quelques-unes des maladies qui ont été à leur origine, ou tout du moins à l'origine provoqués par ces transports aériens. Et vous voyez qu'il y a 80 millions repérés par an de transports aériens, ce qui est tout à fait considérable. Ensuite viennent toute une série d'autres causes. Tout ceci est bien entendu sans ordre hiérarchique, et sans ordre hiérarchique parce que justement elles se cumulent les unes avec les autres. Elles sont en phase, si je puis dire, exponentielle. Il faut rappeler les précarités de conditions sanitaires, et en particulier dans les zones, comme vous le savez, de guerre, et les modifications, anomalies de l'hygiène qui sont responsables aussi d'un certain nombre d'infections, y compris dans nos hôpitaux avec les infections nosocomiales, et je vous cite sur cette diapositive quelques-unes des maladies qui sont dues. Autre critère, la désorganisation des systèmes de santé, tel qu'on peut le voir dans certains pays, en particulier je citais ici ceux d'Afrique centrale avec l'importance de la trypanosomiase dont on a parlé ces temps derniers, et la contamination par les aliments et l'eau que Didier Houssin rappelait ce matin. Reste plusieurs points importants qui sont l'évolution des pathogènes eux-mêmes, avec deux grands soucis. Le premier qui est un véritable fléau aujourd'hui, un véritable fléau, et qui est la résistance aux antibiotiques, avec des changements de vigilance, et qui heureusement
reçoit de la part du gouvernement actuel un intérêt tout particulier, et on l'espère aussi des financements qui vont suivre, mais qui vont permettre en fait d'essayer de pouvoir tenter de pallier ou de diminuer les problématiques qui sont liées aux résistances aux antibiotiques. Quant au changement climatique, il est clair qu'il a un impact, et vous le voyez, un certain nombre de maladies, à travers donc des modulations et modifications des vecteurs et de la vie des vecteurs qui sont responsables à cela. Voilà donc tout un ensemble qui traite sur le premier point dont je voulais parler et qui concerne donc l'émergence infectieuse et le rôle de l'environnement sur l'émergence des maladies infectieuses. Le deuxième point dont je voulais signaler et qui a été abordé ce matin à travers ce qu'a dit Didier concerne les aspects nutritionnels, mais qui doivent être pris à travers non seulement les problématiques de sécurité alimentaire, en tous les sens du terme d'ailleurs, mais aussi un point sur lequel je voudrais à nouveau discuter avec vous. J'ai eu l'occasion, me semble-t-il, de m'exprimer là-dessus il y a 2 ou 3 ans maintenant, et qui concerne le microbiote, car je pense que c'est un point absolument capital. En effet, lorsque vous mangez, lorsque tous les soirs, et en particulier à ce dîner ce soir, vous allez absorber des aliments, non seulement vous nourrissez ce qu'on appelle les cellules humaines, mais vous nourrissez aussi ce qui aussi fait partie de l'homme, ces milliards de microbes qui sont la flore commensale. Au point que l'alimentation modifie la flore et que la flore d'ailleurs s'adapte aux médicaments que vous mangez. Et je mettais ici un exemple qui est celle des Japonais, dans lequel on trouve des bactéries qui ont des enzymes très particuliers pour pouvoir digérer les algues marines, et cette adaptation réciproque est absolument fascinante. Et je vous rappelle au départ que beaucoup de ces microbes aussi, tout du moins dans les premiers âges de la vie, ont été ou sont capables, par les enzymes qu'ils ont, de pouvoir digérer l'ensemble des sucres du lait maternel, et il y en a un très grand nombre. Nous sommes ce que nous mangeons, par l'homme en fait, est une chimère. Et je réinsiste là-dessus parce que c'est un point, me semble-t-il, absolument capital, à la fois pour des problèmes biologiques, pour des problèmes philosophiques, éthiques, on en pourrait en dire un mot tout à l'heure, et peut-être aussi d'ailleurs, d'une certaine manière, religieux. Rappelons-nous qu'il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines, et je ne fais là que de citer les bactéries. On a entendu parler au cours de ces 2 jours également des très nombreux virus, je crois que c'est Alain Fischer qui en parlait ce matin, et bien sûr des champignons. Et si on broyait notre corps, on a parlé du génome humain, mais 99% des gènes de notre corps sont en fait des gènes de microbes. Ces bactéries, Alain l'a rappelé ce matin, elles sont étalées sur 2 courts de tennis, 400 mètres carrés. Pour ce qui concerne les seules bactéries intestinales, nous les trouvons aussi sur la peau et nous les trouvons dans le tractus digestif. Or, à travers cette alimentation, qui encore une fois module les bactéries que nous avons dans notre corps, pour ceux qui mangent une alimentation presque entièrement carnée ou ceux qui mangent une alimentation presque entièrement végétale, la flore commensale qui vit dans notre tube digestif n'est pas le même. Or, je reviens sur cette diapositive qui est, me semble-t-il, particulièrement importante. Si dans la première partie de mon exposé, je vous ai parlé des maladies infectieuses transmissibles, je suis en train de vous dire qu'il y a une corrélation. Je suis loin de dire qu'il y a effectivement une cause à effet, mais en tout cas une corrélation qui peut faire penser à un cause à effet entre l'expression de certains microbiotes et un grand nombre de maladies qui pourtant ne sont pas des maladies considérées comme des maladies transmissibles. Et parmi ces maladies, on va en citer quelques-unes d'entre elles, parce qu'elles sont particulièrement éloquentes. Les premières sont le cancer du poumon, et d'ailleurs aussi, le cancer du côlon, et d'ailleurs aussi le cancer du foie. Il est clair aujourd'hui que par des modifications alimentaires, dans des articles qui montrent les relations entre alimentation, microbiote et cancer, il y a donc un lien possible de compréhension entre certains types d'alimentation et l'apparition de certains types de cancers, et des relations assez probantes entre le mode, je dirais, alimentaire de noirs vivants aux États-Unis et au contraire en Afrique sous-saharienne, montrent que selon le type d'alimentation qu'ils vont, et avec un même background génétique, ils ont la possibilité de ne pas avoir
ou pas, ou d'avoir au contraire une fréquence différentielle de cancer du côlon. De la même manière, Alain a insisté ce matin sur ce qu'on appelle la théorie hygiénique et cet extraordinaire gradient nord-sud de l'hygiène que nous avons au pays du Nord et en particulier dans les petits pays nordiques comparé à ce qui se passe en Afrique sous-saharienne, introduit, me semble-t-il, à travers ce gradient différentiel, les relations qu'il peut y avoir entre les microbes, le microbiote, et des dérégulations possibles qui conduisent à un certain nombre de maladies qui sont les maladies auto-immunes et également les maladies allergiques. Enfin, il existe, outre le diabète, l'obésité et le métabolisme, d'autres maladies qui, plus curieusement, semblent être reliées au microbiote et par conséquent potentiellement, je dis bien potentiellement, à l'alimentation, sont un certain nombre de désordres, on va dire neuropsychiatriques, dont en particulier l'autisme. Donc de là à penser qu'effectivement, l'environnement via l'alimentation, qui est le deuxième point dont je suis en train de parler, agit sur le microbiote, lequel microbiote ensuite peut arriver à être corrélé avec un certain nombre de maladies, sans être forcément le seul facteur, bien sûr, mais contribuer à l'apparition ou à l'expression de ces maladies, est un point, me semble-t-il, tout à fait important de discussion sur les relations entre santé et environnement. Le troisième point, il a été extrêmement bien décrit ce matin par Robert, et il s'intéresse à toutes ces problématiques de la pollution au sens très large du terme, sur toutes les substances chimiques, toxiques que l'on peut trouver dans l'eau, le sol et l'air, sur toutes les questions de perception du risque. Et si je vous mettais ici un sous-chapitre portant sur les perturbateurs endocriniens et sexes des poissons, c'est parce que je trouve que ces modèles d'études des sexes de poissons sont des choses absolument extraordinaires. Je ne sais pas si vous le savez, mais la grande majorité des poissons et des reptiles peuvent en fait changer de sexe à travers certaines conditions environnementales. En particulier, c'est assez bien connu pour des conditions de température et des conditions de pH. C'est beaucoup plus étonnant quand il s'agit de conditions sociétales. Savez-vous que dans des populations de petits poissons, les tilapias, il peut y avoir en fait des modifications de sexe simplement parce qu'on s'aperçoit que dans une population de poissons, il y a trop de mâles et pas assez de femelles. Et du coup, certains mâles se transforment en femelles pour établir le sex ratio. Et d'ailleurs, le système peut se faire de manière inverse. Ces modèles, je trouve, sont absolument fascinants parce qu'ils nous donnent des renseignements sur la manière dont l'environnement peut agir directement à travers des processus endocriniens sur de la physiologie et par conséquent potentiellement sur de la pathologie. Sur ces trois grands aspects, trois grands types de pathologies qui, à mon avis, réunissent conceptuellement assez aisément à la fois le monde de la santé et celui de l'agronomie et de l'environnement, nous trouvons donc, je répète ces trois grands thèmes, l'émergence des maladies infectieuses, la nutrition avec ses doubles aspects de sécurité alimentaire et de microbiote, et le troisième avec la pollution au sens très large. Nous retrouvons ensuite une réflexion que l'on peut partager finalement parce que la science n'est pas, ou est loin d'être à bout d'avoir compris ce qui se passait entre le concept de ce dont on est en train de parler et les mesures avec lesquelles on peut l'appréhender. Si on revient à nouveau à l'histoire, on est au cœur d'une vieille problématique qui est celle du 19e et qui est au fond une réflexion qui a été portée sur les théories de l'évolution par Darwin et Lamarck. Je vous rappelle quels étaient les problèmes à l'époque. Si on les simplifie au symbolisme des girafes, Darwin prétendait que si les girafes avaient des longs coups, c'est parce que toutes celles qui avaient des petits coups n'arrivaient pas à brouter aux arbres, tandis que Lamarck disait que si les girafes avaient des longs coups, c'est parce que celles qui avaient des petits coups avaient eu besoin de brouter aux arbres. Et sur ce double concept, pendant un temps, c'est Darwin qui a gagné. Et le français Lamarck a été mis de côté. Et aujourd'hui, en réalité, on s'aperçoit qu'ils avaient tous les deux raison. Entre parenthèses,
Darwin avait raison, non pas seulement sur une théorie simple, mais sur une théorie de la coévolution, puisque je vous citais tout à l'heure le cas du microbiote, qui fait que finalement, au moins dans cette symbiose de l'homme avec les microbes, nous avons affaire, dans toute l'évolution, à une théorie de coévolution. Aujourd'hui, il y a des explications. Elles sont complexes, mais elles arrivent au niveau du génome d'abord, avec ce que nous a rapporté ce matin Robert et toutes les théories sur l'épigénétique, qui fait que certains gènes, différentiellement méthylés ou avec des modifications des histones, ont des expressions qui sont par définition des expressions différentielles, et qu'il y a donc des moyens directs de penser qu'il y a effectivement une intervention par ces modes-là, et peut-être par d'autres encore inconnus, directement sur le génome et une possibilité de la transmission. Et puis nous rentrons de l'autre côté, et on en a entendu parler par beaucoup d'orateurs au cours de ces 2 jours, nous rentrons par les omics avec toute une série de mesures qui va finalement nous donner des indications, probablement par l'utilisation, bien sûr, des big data, mais aussi des algorithmes qui s'en sortent, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'exposome, qui a été, Robert le rappelait ce matin, mis sur la table de nos discussions, encore aujourd'hui présente autour de nous, par Christopher Wilde en 2005. Alors je ne voudrais pas terminer sans justement qu'on reprenne, et Jean-François et Jean-Gabriel sont ici, qu'on reprenne au fond le débat sur l'éthique. On est au cœur d'une problématique, et si on a parlé jusqu'à présent avec Jean-François et Jean-Gabriel d'éthique au sens large, je pense que c'est le moment aussi de reparler d'une éthique qui est celle de notre sujet, du sujet de ces 2 jours, et qui est l'éthique finalement de l'environnement et de la santé, bien sûr, à travers la société. Au fond, je voudrais mettre sur la table plusieurs points. Le premier, c'est la notion écologique du développement durable et toute la phénoménologie qui va entourer et les problématiques, celles de la mondialisation. Je reprends à nouveau le discours de Bernard Kouchner du premier jour, qui nous a introduit sur cette vision du monde, la santé et celle du monde, effectivement, et nous a dit que nous étions, et c'est vrai, absolument tous concernés par ces problèmes d'écologie qui ne sont pas ceux seulement de la région d'où nous partons. Et au moment où nous avons ces discussions écologiques, de l'autre, nous avons aussi une réflexion sur les nouvelles technologies de modification du génome. Et le CRISPR est un des points majeurs maintenant technologiques qui permet d'avancer considérablement, si on le souhaite, sur les modifications du génome, dans un sens d'ailleurs positif ou négatif. Et ça pose des problèmes éthiques absolument évidents. Pas plus tard que la semaine dernière, il a été décidé avec Hervé Schneeweiss, qui est le président du conseil d'éthique de l'INSERM, de créer une association internationale qui va justement veiller à l'utilisation de ces nouvelles technologies sur l'homme. Et j'ai ouvert le débat, et il a été d'accord, tous ont été d'accord, en disant que ces technologies qu'on ouvre sur l'homme, elles concernent l'homme chimère, c'est-à-dire aussi bien des technologies sur les cellules que l'on appelle humaines que sur celles qui vont concerner nos microbes. Et il est probable que ces technologies, en fait, appliquées à nos microbes, pourraient, d'une certaine manière, changer ou refaire visiter le concept de cette symbiose qui est celle que nous connaissons aujourd'hui et avancer peut-être plus vite que celle des modifications du génome humain. Par conséquent, si je peux me permettre, là je me retourne vers Stéphane Paoli, parce que je ne sais pas ce qu'il va après vouloir poser comme question, mais j'allais dire, nous avons là un ensemble de questions dont le principe est d'arriver à débattre ensemble et dont, surtout, je ne voudrais pas être le seul à y répondre. Et voilà, merci. Merci Patrice Debré.